D'accord. Bonsoir Mesdames, Messieurs, Maxime. bonsoir. Grâce à Midrashet Chouda Manito, on se retrouve pour les aventures des Juifs de Tunisie, présentées par Georges Spira. On continue. Bechavot, Georges. Merci Johan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors voilà, ben, on a déjà un carnet de famille, mais est un peu triste ce soir. J'ai rien d'autre à vous annoncer que notre ami Maxime, qu'on voit à l'écran, c'est un fidèle, a perdu son frère, un monsieur qui avait 97 ans, mais c'était son frère et on lui présente tous nos condoléances et notre sympathie. Voilà ce que j'ai annoncé ce soir. Ça fait partie de la vie aussi. Il y a des événements heureux ce soir. J'ai rien d'autre. À moins qu'on me communique quelque chose, je prends volontiers. Donc voilà pour notre carnet de famille. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un petit résumé. Oui, pardon? Nicole, j'ai deux arrière-petits-fils qui sont arrivés la semaine dernière. Ah, ben voilà. Un arrière-petit-fils? Deux arrières. Deux. Oh, alors, Mama Zoltov. Merci. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Ben voilà, ça c'est bien. Des belles nouvelles. Deux arrière-petits-fils. Pas mal. Mazel tov, Nicole. J'en reviens à mon résumé d'il y a 15 jours. Et voilà, on a terminé sur la situation un petit peu des Juifs qui sont... et on a vu que la mise en cause de l'islam, là, qu'une critique de l'islam, et d'un autre côté une relation intime avec une femme musulmane sont passibles de la peine de mort, qui est régulièrement prononcée. Et je vous ai raconté deux histoires différentes sur des peines de mort prononcées en raison d'une mise en cause de l'islam ou d'une relation intime avec une femme musulmane. Ce qu'on a vu en résumé sur toutes ces périodes, on est, je vous rappelle, entre le 16e et le 18e siècle. 18e, on va même arriver au 19e. En résumé, la population juive de Tunisie est toujours dans une espèce d'incertitude, d'inquiétude. L'anxiété, c'est un mot peut-être presque trop fort, mais en tout cas, pas une vie très sympathique, mais il n'y a jamais eu de pogrom massif en Tunisie, tel qu'on a pu en voir, notamment en Pologne, mais également au Maroc, également en Algérie. Et en Tunisie, il n'y aura jamais de pogrom massif. Il y a un juif qui est tué par-ci, par-là. Il y a des exactions, il y a des vols, on casse des ménages, mais on n'a jamais eu véritablement de pogrom massif en Tunisie. Voilà. Puis après, on a parlé des institutions communautaires. Ça, c'est plus important de voir comment fonctionne cette Tunisie. Donc, la communauté juive est sous l'autorité du caïd des Juifs, qui est un juif évidemment, dont le rôle est, au regard des autorités tunisiennes, d'encaisser la djizya, le fameux impôt spécifique des Juifs, et puis de désigner les gens qui doivent faire des corvées bénévoles au bénéfice du bey. Donc voilà, ça c'est son rôle essentiel. Évidemment, il coiffe la communauté, personnage important, fortuné, on verra un cas tout à l'heure, et c'est le patron de toute la communauté juive. Alors les ressources de la communauté, ce sont d'une part les taxes sur la viande. Vous voyez que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est pas nouveau. Des dons, le maaser, que tout le monde s'astreignait à donner, et cet argent servait à entretenir l'école, le cimetière, les aides sociales, et évidemment payer aussi les salaires des fonctionnaires. Nous avons en Tunisie deux groupes de juifs en présence l'un de l'autre, les Twansa, les juifs autochtones, et les Grana, qui sont des juifs qui viennent de Séfarade, en passant par l'Italie et essentiellement en venant de Livourne. Touansa et Grana forment une seule communauté qui va se séparer en 1710, pas du tout pour des causes religieuses, mais parce que les Grana, dans l'ensemble, sont plus fortunés que les Touansa, plus cultivés aussi, il faut quand même le dire, ils viennent d'Italie, ils sont plus cultivés, et ils considèrent que par rapport au nombre qu'ils sont, ils payent trop de dons à la communauté et veulent donc prendre leur indépendance. Et alors,
ils vont prendre leur indépendance dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y aura un rabbin Touansa, un rabbin Grana, une synagogue pour les Tunisiens et une synagogue pour les Livournais, un beddin pour l'un, un beddin pour l'autre, même un cimetière pour l'un, un cimetière pour l'autre. Tout va bien, on est séparés et tout le monde vit en bonne intelligence en étant séparés chacun dans sa communauté. Et puis il y a des problèmes de temps en temps qui vont se poser, notamment quand il y a un nouvel immigrant juif, ou bien quand il y a également un juif de passage qui a un problème, soit de santé ou il décède, ça peut arriver. Alors, un accord est conclu en 1780, en 1741 entre Rabbi Abraham Tayeb et Rabbi Isaac Lombroso pour le côté des Granats, qui dit la chose suivante. Tout juif qui a besoin du secours de la communauté, s'il vient d'un pays chrétien, émarge à la communauté Grana. S'il vient d'un pays musulman, il émarge à la communauté Twansa. Voilà, c'est assez logique et ça fonctionne très bien de cette façon-là. Alors, nous avons vu aussi le rôle du rabbin, notamment au Bédine, qui s'occupe des mariages, des divorces, de tous les problèmes civils qu'il peut y avoir dans une communauté, et qui met sur pied, ça c'est une particularité, la Chazakat Kandil, ce contrat de location à longue durée, parce que l'augmentation de la population, le manque d'appartements, fait qu'il y avait une véritable spéculation, de quelque chose qu'on connaît, je crois, dans un pays où nous vivons tous. Et les rabbins ont cherché à protéger les gens. Et donc, il y a ce contrat de location à longue durée, et qui est véritablement une innovation, quelque chose d'extrêmement moderne dans l'idée, et qui protège les locataires contre des propriétaires un petit peu trop voraces. Voilà à peu près pour la vie communautaire. Ensuite, les institutions, pardon. Ensuite, nous avons parlé de l'étude de la Torah, du Kodesh en règle générale. Et là, c'est une terrible désillusion, puisqu'entre le XIe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où la communauté de Kérouan a été démantelée, rappelez-vous, c'est en 1057, il y a longtemps, XIe siècle. Entre le XIe et le XVIe siècle, sur le plan de l'étude, c'est le désert en Tunisie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de production intellectuelle. Il n'y a pas de rabbins qui sortent du lot. Et c'est véritablement extrêmement pauvre. Ça ne veut pas dire qu'on ne suive pas quelque chose. On continue d'étudier ce qu'on savait. Et on transmet ce qu'on savait. Alors, on transmet dans les familles, les rabbins transmettent également, et c'est tellement vrai d'ailleurs qu'on a une Bible qui a été rédigée par Yosef Ben Chaim de Tunis, qui a été imprimée à Livourne en 1526, et qui démontre qu'il y a une connaissance sérieuse du Kodesh en Tunisie, mais il n'y a pas de progression. On transmet le savoir qu'on a et pas plus. Voilà. Alors, il y a aussi des livres qui sont imprimés à Livourne, qui sont diffusés dans le Maghreb, qui contribuent à cette éducation. Et puis tout à coup, début du XVIIIe siècle, Tunis devient un véritable centre d'études talmudiques. Un centre extrêmement important, et c'est démarré par 5 rabbins que je vous avais cités, Rabbi Abraham Cohen, Rabbi Semar Serfati, Rabbi Abraham Ben Moussa, Abraham Tayeb, et Rabbi Cohen Tanuji. Alors, ces gens vont publier des œuvres, vont publier des commentaires de leurs mains, puis je vous avais donné une autre liste de rabbins qui vont dans le même sens, qui continuent d'étudier et de produire une littérature qui est tout systématiquement imprimée à Livourne, sauf un livre qui a été imprimé à Tunis, par un imprimeur nouveau débarqué, enfin une imprimante qui a été importée, peu importe, et ça n'a pas marché, l'impression était catastrophique, donc on continue d'imprimer à Livourne, mais là, pour le coup, maintenant, début du 18e, des livres qui ont été conçus, qui ont été rédigés, qui ont été pensés par des juifs tunisiens. Et on a un témoignage extrêmement important, c'est un monsieur qui s'appelle Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Alors ça, c'est un nom compliqué que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez tous le Chida.
c'est le nom par lequel on le connaît, Rabbi Chaim de Yosef David Azoulay, qui de passage en Tunisie en 1773 atteste que le niveau d'études à Tunis est extrêmement élevé. Il faut dire Tunis, pas la Tunisie, Tunis, essentiellement. Un niveau très élevé. Et c'est un témoignage de quelqu'un qui est sérieux. Le Rida, c'est une des sommités de la pensée et de l'étude du Talmud dans le monde séfarade. On compte à cette époque-là 300 Talmidei Chachamim rien qu'à Tunis. 300 personnes capables d'étudier, d'enseigner, rien qu'à Tunis, c'est considérable. C'est un chiffre vraiment important après 5 siècles pratiquement de désert dans l'étude. Donc c'est très surprenant ce rebond de l'étude en Tunisie. Ça, c'était pour le Kodesh. Et puis nous avons vu, évidemment, que les Juifs sont sujets du bey. Ça, c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. Sauf que, en Tunisie aussi, même s'il n'y a pas Internet, on a écho de l'émancipation des Juifs en Europe. Alors, c'est les débuts de l'émancipation, mais l'écho se fait immédiatement entendre jusqu'en Tunisie. Et pas mal de Granats, pas les Juifs tunisiens, des Granats, donc des Juifs livournais, demandent à être français. Ils veulent être français pour être sous la protection du consul de France. Et je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur qui est venu avec une cocarde tricolore sur son couvre-chef et qui a été condamné par le bey. Il y a eu des interventions, etc. Enfin, c'est toute une histoire, l'affaire de la cocarde. Il voulait montrer que il veut être français. Or, le bey refuse de reconnaître au Ghana le statut de français. Il y a beaucoup de bagarres là-dessus. Et puis, un beau jour, un traité est signé entre Tunis, pas la Tunisie, Tunis et la Toscane. Livourne, c'est en Toscane. Donc, avec le duc de Toscane. Ce traité date de 1822 et il dit la chose suivante. Les immigrants d'Italie qui viennent en Tunisie seront citoyens français pendant 2 ans. Mais après, ils deviendront citoyens tunisiens. Et c'est très important parce qu'à partir du moment où ils sont citoyens tunisiens, il y a la djizya, il y a les impôts, il y a les corvées, c'est un statut tout à fait différent. Donc voilà ce qui est signé en 1822 entre la Toscane et Tunis. Bien, ben, on va continuer. On en était là, excusez-moi une seconde. On va continuer. On arrive au protectorat. Ça vous dit quelque chose, le protectorat, ça parle à beaucoup de monde. En 1830, la France conquiert l'Algérie. Ça, vous le savez, mais on fera l'histoire de l'Algérie à un autre moment. Simplement, pourquoi la France est allée conquérir l'Algérie, je vous le rappelle, c'est pour mettre fin aux razzias des Arabes sur la côte sud de la France, sur la côte d'Azur et également en Italie. Et puis aussi, il razziait les bateaux de commerce qui voyageaient entre la France et l'Algérie ou tout le Moyen-Orient. Et donc, pour mettre fin à ce système de razzia, qui est typique de l'islam, la France a conquis l'Algérie. 1830, c'est beaucoup plus tôt que toutes les autres conquêtes coloniales. C'est pour ça que je vous rends attentif à la raison. Les conquêtes coloniales, c'était pour gagner du territoire et donc des ressources. La conquête de l'Algérie, au départ en tout cas, c'était pour mettre fin aux razzias des musulmans. Après, il y a tous les autres intérêts, mais c'est une autre histoire. Alors, les baies de Tunis, vous allez voir comment on arrive à un truc extrêmement moderne. Les baies de Tunis sont parfaitement conscients que le royaume a du retard par rapport à la culture européenne, par rapport à tous les États européens qui sont beaucoup plus avancés dans différents domaines, notamment dans le domaine démocratie, c'est un grand mot, mais en tout cas de reconnaissance de l'homme, grosso modo. Et donc, une politique de réforme est entamée sous Ahmed Bey. Alors, il y a 3 beys qui vont se succéder, Ahmed Bey, Mohamed Bey et Mohamed Es-Sadok Bey. Ça se passe entre 1837 et 1882, donc une cinquantaine d'années, un demi-siècle, où toutes sortes de réformes
vont être engagées en Tunisie. Alors, ces réformes partent d'une très bonne intention, ne sont pas toujours très avisées. Alors, pourquoi? Parce que les baies se font conseiller par des Européens. Ils veulent se rapprocher du système européen, donc ils se font conseiller par des Européens, sauf que les Européens ne sont pas tellement intéressés à améliorer la situation des Tunisiens plutôt que d'augmenter leur capacité d'influence sur le pays. Donc ils jouent leur intérêt plutôt que l'intérêt des Tunisiens. Euh, Si j'osais faire une comparaison, on a aujourd'hui quelqu'un qui nous aide beaucoup, mais qui joue sa carte à lui, c'est le président américain. Il a son calendrier à lui, c'est pas forcément le nôtre. Voilà, et c'est un petit peu la même chose. Ils jouent leur intérêt. Alors, on entame de grosses dépenses. Ces dépenses sont financées par des emprunts qui sont réalisés à Paris, et donc il faut rembourser. Donc on va augmenter la fiscalité. Et ça finira, je reviendrai en détail là-dessus après, par une insurrection populaire en 1864. Alors on fait un nouvel emprunt, parce qu'il faut payer les troupes, aussi les soldats qui maintiennent l'ordre. Et c'est une spirale descendante. On est incapable de faire face aux intérêts, encore moins au capital qu'il faut rembourser. Et le BEI est obligé d'accepter en 1869 une commission financière internationale pour consolider sa dette. Commission financière internationale pour consolider sa dette. C'est exactement ce que l'Europe a fait avec la Grèce il y a quelques années. Une commission internationale financière pour voir comment résoudre le problème de la dette. C'est donc très moderne déjà à l'époque. Alors, pour cette commission, il y a une rivalité entre les Français, les Anglais, l'Italie. Finalement, c'est la France qui emporte le morceau et qui instaure son protectorat sur la régence de Tunis en 1881. Voilà l'origine du protectorat français en Tunisie. Alors, dans les décennies qui vont suivre, après 1880, le pays, évidemment, va s'ouvrir de plus en plus aux influences européennes. Là, en 1880, on est déjà beaucoup plus avancé dans l'émancipation des Juifs, tout ça, vous le savez. Quelques années après, il y a l'affaire Dreyfus, pour faire le parallèle. Donc, les Juifs sont émancipés, ils ont tous les droits en France. Ça ne veut pas dire que la population soit forcément philosémite, mais la loi est là, les Juifs ont tous les droits, ils sont émancipés. Donc, ces principes européens se font de plus en plus prégnants en Tunisie, et la vie des Juifs va subir une évolution profonde, profonde et durable. Tout va basculer là. Vous voyez très bien où j'arrive. On a vu l'accord entre le bey et le duc de Toscane de 1822, que les Italiens qui viennent seront français pendant 2 ans. Ouais. Alors, ben, ils ne sont pas très contents maintenant. On avance un petit peu dans le temps. Et ils se plaignent de cet accord. Ils n'ont aucune envie d'être tunisiens à aucun moment. Alors, le consul de France en parle, mais la situation reste figée jusqu'en 1846. Le bey refuse catégoriquement de modifier cet accord de 1822. Alors, la décision est prise que les Juifs venant de Toscane sont enregistrés au consulat et restent toscans pendant 2 ans et après ils vont basculer dans la citoyenneté tunisienne. C'est le principe. Et puis, ça commence à être un petit peu plus chaud et on envoie une escadre, une flotte au large de Tunis pour montrer les dents. Ce qui se passe actuellement, si je ne me trompe, on envoie des escadres, des grands bateaux, des porte-avions. À l'époque, ce n'était pas des porte-avions, mais dès qu'on montre les dents, eh bien, le bey va se dégonfler. Et il y a un nouveau protocole qui est signé et qui dit exactement la chose suivante. Les Juifs toscans seront considérés à Tunis à l'égal des commerçants des cours d'Europe.
nos amis, et rien ne pourra les priver des soins bienveillants de leur souverain et de sa protection, même s'ils demeurent à Tunis plus de 2 ans. Voilà que cet accord de 1822 est effacé et que des Juifs de passage ou qui immigrent en Tunisie resteront toscans, donc relevant du consul d'Italie ou du consul de France. Oui, mais les autres Granats, ça c'est pour les nouveaux qui vont arriver. Mais les anciens Granats, ceux qui sont là depuis plus longtemps, ah ben non, eux ils restent tunisiens. Ça devient compliqué. Il y a des Granats qui sont italiens ou français, des Granats qui sont italiens, qui ne peuvent pas devenir français, même s'ils le souhaitent. Vous allez voir, ils vont trouver la parade. Alors, avec cette nouvelle loi, pas mal de Juifs livournais vont partir s'installer à Tunis, évidemment, puisqu'ils restent italiens ou français, peu importe. Et on en compte, ce n'est pas des chiffres considérables, hein, on en compte 210 en 1848. Mais il y a également des Juifs qui viennent d'autres régions d'Italie, que ce soit de Rome, que ce soit de Sicile, de différentes régions. Et on trouve donc maintenant de vieux Livournais sujets du Bey et de nouveaux Livournais sujets de l'Italie, ou de la Toscane, puisqu'ils relèvent de la Toscane, mais c'est la même chose. Et les nouveaux jouissent des droits et des privilèges qui sont accordés aux étrangers chrétiens. Il n'y a pas de différence entre juifs et chrétiens dès l'instant où ils ont cette nationalité. Alors comment est-ce qu'on les distingue dans cette population? Ben, on va les distinguer par leur nom. Et de fait, les vieux Livournais qui habitent en Tunisie, essentiellement à Tunis, ils s'appellent, ce sont des anciens venus du XVIe et du XVIIe siècle, évidemment. Ils sont, eux, clairement et directement d'origine espagnole et portent des noms espagnols ou portugais. Donc c'est là qu'on va trouver je vous donne les noms tout de suite, Calvo, Herrera, tiens, hier soir on avait une conférence de monsieur Herrera, Lara, Moreno, Núñez, Cardozo, Lombroso, etc. Les nouveaux venus portent des noms italiens parce qu'une partie d'entre eux sont de Livourne, donc d'origine espagnole aussi, mais il y en a pas mal qui viennent d'ailleurs en Italie. Or, d'ailleurs en Italie, ce sont de vieux juifs italiens. Vous savez que les juifs italiens, leur origine remonte à l'époque romaine. C'est très, très, très ancien. Donc ces gens sont complètement italianisés, si je puis dire, depuis l'époque. Et leurs noms seront Castelnuovo, Finzi, Montifiori, Modigliani, Volterra, Arditi, Forti, Fortunato, donc des noms italiens, consonances italiennes. Ça, ce sont les nouveaux, qui eux restent italiens. Alors, la plupart des Livournais, notamment les anciens, habitent à Tunis dans la Hara. Ça, c'est clair. Et les nouveaux vont s'installer dans le nouveau quartier franc où vivent les Européens. Et on a un témoignage de la présence des anciens Livournais dans la Hara sous la forme de ce qui reste encore aujourd'hui de la vieille synagogue qui s'appelle Jama al-Grana, qui se situe dans la partie basse de la Médina de Tunis. Donc ça, c'est encore une réminiscence de la présence des Granats dans la Hara, donc l'ancien quartier juif de Tunis. Les nouveaux Livournais, qui parlent et écrivent en italien, qui sont de culture italienne, évidemment, s'imposent rapidement dans leur nouvelle communauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils entraînent les anciens Livournais dans une re-italianisation. On leur enseigne les traditions, les principes, la culture, la littérature italienne, et petit à petit, ils redeviennent, si vous voulez, ou ils deviennent des Italiens. Alors, le nombre de juifs italiens dans la région, m'excuse, mais j'ai trop chaud. Un instant. Alors, le nombre de juifs italiens
en Tunisie augmente par immigration, évidemment, mais aussi, et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont trouvé la parade, par le retour de vieux Livournais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens Livournais, les Granats, ne peuvent pas devenir italiens. Avec cette nouvelle loi qui permet aux nouveaux immigrants de rester italiens. Alors, ils ont quitté la Tunisie. Et d'entre eux, pas tous évidemment, ils ont quitté la Tunisie, ils sont allés passer 1 ou 2 ans en Italie et sont revenus avec un passeport italien. Et du coup, ils tombent sous la nouvelle loi et ne seront plus tunisiens, ils seront italiens ou français selon leur choix. Je vous ai dit qu'ils avaient trouvé la parade, la solution pour contourner la difficulté. Donc ces gens reviennent munis d'un passeport italien et puis et retrouvent leur ancienne situation. Alors il n'y a pas que des juifs italiens comme étrangers en Tunisie au XIXe siècle, il y a des juifs français, il y a des juifs algériens qui sont devenus français à titre individuel. Le décret Crémieux n'a pas encore eu lieu. Donc, à titre individuel, on pouvait obtenir la nationalité française et certains d'entre eux sont venus en Tunisie. Puis il y a des juifs britanniques qui viennent de Gibraltar ou de Malte. Donc, on a là maintenant un melting pot en Tunisie de juifs de différentes origines avec une nationalité étrangère. Voilà, alors, c'est une belle histoire. Ça représente quand même pas beaucoup de monde. C'est de loin pas la majorité, c'est une petite minorité de la communauté juive. Ils sont relativement peu par rapport au nombre de juifs qui sont sujets du bey et soumis aux exigences du bey. Alors, voyons voir quand même où est-ce qu'ils habitent, ces juifs. Le plus souvent, ils habitent à Tunis, le plus souvent. Groupés dans la Hara, ça nous l'avons vu. Sauf qu'à la Hara, il y a un problème. La Hara, c'est petit, des ruelles étroites, des maisons vétustes et une surpopulation phénoménale. Il n'y a plus de place. Et donc, on a un foyer de maladie dans la Hara. Le voyageur Jean-Jacques Benjamin nous écrit en 1853 « La Hara a des portes fermées chaque soir à 10 heures qui sont rouvertes le matin à 5 heures. On peut donc fermer le quartier et isoler les Juifs. » Ça, c'est au milieu du 19e. Alors, l'accroissement de la population sans extension, c'est véritablement un vrai danger. Un surpeuplement, des maladies, des épidémies de choléra au XIXe siècle. Et on a un témoignage très intéressant d'un docteur qui s'appelle docteur Lombroso, qui indique que pour l'épidémie de 1849-1850, sur 16 675 personnes atteintes par le choléra, il y a 7 700 juifs. C'est donc une proportion considérable. C'est presque la moitié, alors qu'il ne représente pas la moitié de la population de Tunis. Presque la moitié des malades de Tunis du choléra seront juifs parce qu'ils sont cantonnés dans un quartier trop exigu, malsain. On va retrouver la même situation en 1856 et en 1867. Voilà. Donc, un gros problème d'habitation. Alors, après la proclamation du pacte fondamental, on va s'y étendre tout à l'heure, qui date de 1857, on y reviendra. À partir de 1859, 2 ans après, les Juifs obtiennent le droit de sortir de la Hara dans les rues voisines et d'étendre leur quartier, d'agrandir le quartier et donc de réduire le surpeuplement. Ils rachètent toutes les maisons qui sont possibles, des vieilles masures, des vieilles maisons, retapent tout ça. En tout cas, la Hara se développe, s'agrandit et ça ira un peu mieux. Les évaluations sur la population tunisienne dans la deuxième moitié du 19e siècle, extrêmement aléatoires. On est entre 20 et 40 000 habitants. Vous voyez que la fourchette, elle est large. Il n'y a pas de recensement réel. Donc, c'est vraiment de l'à peu près. Mais on ne trouve pas que des juifs à Tunis. On trouve des juifs dans le nord, à Bizerte, à Mayer, Béja, Testour, Nabeul. On en trouve dans le centre, des noms que je vous ai déjà cités.
à Sousse, Madia, Moknin Monastir, Sfax, et dans le sud à Gafsa, Gabès et évidemment Djerba. Ces noms, je vous les ai déjà donnés, là où il y a des petites communautés. Et puis, il y a toujours des juifs nomades qu'on appelle les Bachoutsim. Eux, on les trouve dans les régions montagneuses du Cers. Et on a un témoignage d'un voyageur français qui s'appelle Pélissier, qui en fait une description en 1853. C'est pas très ancien, hein, 1853. Dans le Cers, on rencontre un nombre assez considérable d'Israélites vivant la même vie que les Arabes, armés, vêtus comme eux, montant à cheval et faisant au besoin la guerre comme eux. Ces Juifs sont tellement fondus avec le reste de la population qu'on ne peut pas les en distinguer. Donc une population juive nomade, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, mais ils sont réellement présents et ils représentent un chiffre significatif quand même de Juifs. Les Bachoutsim. Il y a d'autres estimations sur la population, notamment un scientifique qui s'appelle Charles Cubissol, qui estime que la population juive dans tout le pays a 45 000 personnes. Il y a d'autres estimations qui parlent de 30-35 000. Vous voyez que c'est vraiment de l'à peu près. On ne sait pas vraiment exactement combien il y avait de juifs. Par contre, ce qu'on sait bien, ce qui est bien documenté, c'est leur économie. Qu'est-ce qu'ils travaillaient? Alors, ils sont très impliqués, évidemment, dans l'économie urbaine. C'est évident, c'est assez logique. Dans le commerce, dans l'artisanat. Dans le commerce international, ça, c'est tout à fait une autre paire de manches. Le commerce international est entre les mains d'un très petit nombre de juifs qui s'occupent d'export-import, et pas que des juifs. Il y a aussi des chrétiens européens qui s'occupent d'import-export, mais c'est très peu de familles. Alors on exporte de l'huile, de la laine, des peaux, on importe des métaux, du bois, des produits manufacturés et des denrées coloniales. Bon, très bien. On ne fait pas que ça. Parmi ces grands marchands, il y a donc très peu de juifs tunisiens. Ce sont essentiellement des juifs granats. Donc, vous voyez, là, il y a une scission sociale entre les granats et les Touansa. Donc, des juifs avec une nationalité étrangère, pas l'oublier, ils ne sont pas tunisiens. Et ce sont les marchands, les grands marchands à l'export, avec un certain nombre de marchands européens chrétiens. 1865, à Tunis, il y a 62 maisons de commerce internationales, d'import-export. Et là, le détail est intéressant. Il y a 22 maisons italiennes, 16 françaises, 11 anglaises, 5 grecques, 3 autrichiens, un espagnol et 4 boîtes qui appartiennent à des Tunisiens, donc à des musulmans. Sur ces 62 entreprises d'import-export, 36 sont des entreprises juives et 26 sont des entreprises chrétiennes. Donc, ils dominent le marché de l'import-export, mais je vous rappelle, ce sont essentiellement des juifs granats. Alors, toutes ces maisons ont beaucoup d'employés, ils sont tous juifs, même dans les entreprises chrétiennes. Parce que qu'est-ce qu'on appelle les employés? Ce sont des courtiers, ce sont des gens qui voyagent, qui vont acheter, vendre, etc. Voilà, des délégués. Et donc, même les entreprises chrétiennes font appel à du personnel juif. Quand on parle de grand commerce comme ça, on parle automatiquement de crédit. Il y a de la banque derrière. Il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour animer tout ça. Alors, ces grandes maisons d'import-export prêtaient de l'argent à un taux qui ferait rêver nos banquiers. 4% par mois. C'est un taux exorbitant. 4% par mois. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait de gros dangers qui sont courus par ces bateaux. D'abord, les bateaux sont moins fiables, ça peut sombrer, il y a des attaques, il y a des razzias, on en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de risques. Donc, le taux de l'emprunt est extrêmement élevé. Alors, des taux qui sont payés par tout le monde, juifs ou chrétiens, c'est pareil. C'est 4% par mois. On prête aussi de l'argent aux baies.
Il a toujours besoin de sous, lui. Et le bey, qui n'arrive pas très bien à rembourser, va payer ses soldats avec des teskérés. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose, les teskérés? Ce sont des avaloirs sur les futures rentrées fiscales du bey. Le bey n'a pas d'argent, pas assez. Alors, il promet aux teskérés, aux soldats, que quand il y aura les rentrées fiscales, ils seront payés. Sauf que ces braves soldats, de temps en temps, ils ont besoin de sous, ils n'en ont pas. Alors ils vont revendre leurs billets, leur reconnaissance de dette, si vous voulez, à des banquiers à 20% de la valeur nominale. Donc ils ont reçu 100 dinars de solde, ils reçoivent un papier comme quoi on leur payera 100 dinars dès que les impôts seront rentrés, ils vont revendre leur papier pour 20 dinars. Et quand le moment sera arrivé où le bey va payer ce qu'il doit, eh bien les commerçants qui ont prêté l'argent vont recevoir 100 dinars. Vous voyez la marge? Considérable. Marge, mais risque aussi, évidemment, mais ce sont des moyens de faire énormément d'argent et c'est essentiellement ces boîtes d'import-export qui vont faire ce trafic. On en reparlera encore une fois des tesquérés peut-être plus tard, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Alors, il y a également des juifs, ça c'est le grand commerce international. Puis il y a des juifs dans le commerce de détail, évidemment. Et là-dessus, il y a beaucoup de témoignages. Ils sont implantés essentiellement dans deux chouks. Le chouk Al-Grana, qui vend essentiellement des denrées coloniales, de la quincaillerie et des articles de Paris. Parce qu'on est quand même élégant en Tunisie. En tout cas, les immigrés, les gens du protectorat, les gens qui ont une nationalité étrangère. Et puis, le deuxième chouk, c'est le chouk Al-Bey, où on vend des draperies, des soieries, des tissus anglais et des soieries françaises. Là aussi, vous voyez, on va vers des produits de luxe. Puis il y a aussi des artisans juifs, évidemment. Vous savez qu'ils sont spécialisés en Tunisie dans le travail de l'or, de l'argent, mais ils font également du textile, des vêtements, ils travaillent le cuir, et notamment ils fabriquent beaucoup de chaussures. Toutes sortes de chaussures, des mules, mais aussi des vraies chaussures, sont également fabriquées par des artisans. Et là-dessus, sur ce travail des artisans, on en a encore un témoignage d'Henri Dunant. Vous savez qui est Henri Dunant? C'est le monsieur qui va fonder quelques années plus tard la Croix-Rouge. Voilà, il a fait une très belle œuvre qui a dérivé après, mais c'est un autre problème. Alors, dans l'arrière-pays, pas à Tunis, il y a même des juifs agriculteurs, assez surprenants, pas très courants, à Nabeul, à Gabès et à Djerba. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la vigne, ils font des dattes et ils font des fruits, plus l'élevage du bétail, évidemment. De tout ceci, qu'est-ce qui ressort? Ben, c'est que la population juive de Tunisie, sur la régence du Bey, n'est clairement pas homogène. Il y a beaucoup d'inégalités, mais ce n'est pas une surprise. On trouve la même situation dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Il y a des riches, il y a des moins riches, et puis il y a des pauvres. Il y a trois classes sociales. La classe haute, je parle du niveau de l'argent, pas du niveau de l'esprit, je précise. La haute classe qui vit de négoces et de banques. Ce sont donc essentiellement des juifs livournais italiens, de nationalité italienne, quelques juifs français et anglais, et quelques juifs tunisiens, mais très très peu. Tous dans une très grande aisance. La précision que je faisais, c'est que le niveau d'argent ne signifie pas le niveau culturel de ces gens. Mais je trouve que très souvent, ça se recouvre, notamment pour les juifs livournais. On a une classe moyenne qui fait du commerce, de l'artisanat, et qui sont employés de commerce ou employés dans les grandes entreprises d'import-export. Et puis, il y a une classe pauvre de petits métiers qui survivent essentiellement grâce à l'aide des riches. Et là, Henri Dunant nous écrit quelque chose d'extrêmement intéressant et de très touchant. Ils se soutiennent les uns les autres, ils s'appellent par le nom de frères,
Et ce n'est pas un vain mot vide de sens. La misère des pauvres est toujours soulagée par la charité des riches. Ah, ça, c'est clair, c'est vraiment une... Alors, je veux bien qu'il y ait des partis pris, les juifs sont tous solidaires, on connaît ces terminologies, mais il rapporte un peu quand même ce qu'il a vu, et nous avons vu qu'il y a des classes des caisses de secours, etc. Donc, il y a un peu d'entraide. Voilà, ça, c'est début du 19e. Et puis, on arrive à la Tunisie de 1850 et après, et voyons voir un peu la situation. Ben, elle évolue, vous allez voir comment elle évolue. On a toujours, les Juifs sont toujours dans le statut de dhimmi. Ça, vous le savez, à l'exception donc de ceux qui ressortent des puissances étrangères. Donc, marcher dans la rue, des vêtements distinctifs, etc., etc. Ils payent la jizya, ce fameux impôt spécifique pour les Juifs. Il y a des contributions exceptionnelles qui sont exigées. Il y a les corvées et des discriminations, notamment vestimentaires. Le juif n'a pas le droit de porter une chéchia rouge, il doit porter une espèce de grande kippa noire. Ils vivent dans des quartiers séparés, sauf pour quelques juifs fortunés. Ils n'ont plus d'accès à l'immobilier, ça c'est important. On leur a interdit d'acheter des immeubles, sauf la maison où ils habitent. Alors, quand même, très souvent, ils vont faire appel à des prête-noms pour pouvoir acheter de l'immobilier. Et puis, les punitions sont extrêmement lourdes pour eux s'il y a la moindre offense à l'islam. Et c'est comme ça que, sous le règne de Mohamed Bey, 1855-1859, va se passer quelque chose d'important. Excusez-moi. J'ai un rhume, alors je suis un petit peu heurté là. Mais je vous rassure, je ne suis pas contagieux par Zoom, hein. Donc soyez tranquille. Donc voilà, il va se passer quelque chose d'extrêmement grave. Mohamed Bey, 1855-1859. Le caïd des Juifs est le directeur des finances du Bey. C'était souvent sa fonction également, donc un très très haut fonctionnaire très proche du Bey. Il s'appelle Nessim Samama. Et il a à son service un cocher juif évidemment, qui s'appelle Batous Fez. Et ça, je pense que les Tunisiens qui nous écoutent doivent connaître ce nom. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Batous Fez. Puis un jour, il mène sa carriole et il a une altercation avec un musulman. Les embarras de la circulation, ça existe même avec des chevaux. Et puis tout à coup, le musulman accuse Batous Fez d'avoir maudit l'islam. Vous savez ce que ça veut dire? C'est extrêmement grave. Un attroupement, la police arrive, on arrête Batous Fez, et puis, évidemment, on va trouver plusieurs témoignages par acte notarié, rendez-vous compte, qui attestent, qui témoignent que le juif est coupable. L'affaire est portée devant le bey, et le bey, il avait une solution, c'était de juger selon les lois hanafites. Qu'est-ce que c'est que les lois hanafites? C'est un code de loi de l'islam qui date du 8e siècle, qui régit plus de la moitié des musulmans, qui est un code sévère, basé sur le Coran, mais quand le Coran n'apporte pas de réponse claire, il fait appel au raisonnement, à la logique et à la rationalité. C'est donc un code civil, si vous voulez, un code de loi strict, mais relativement juste et pas impulsif. On ne décrète pas, pom pom, ça y est, condamné. Non, non, on réfléchit, on pose le pour, le contre, etc. C'est un véritable code de loi. Évidemment, il est au bénéfice de l'islam, c'est normal, mais c'est un code de loi. Or, il aurait pu juger selon ce code de loi. Ben non. Le B décide qu'il aurait eu, dans ce cas-là, un châtiment sévère, mais mesuré quand même. Il préfère saisir le tribunal islamique
qui, malgré les dénégations de ce brave homme, le condamne à la peine capitale. Émotion dans la ville de Tunis, c'était anormal. Des consuls interviennent auprès du bey pour différer l'exécution et ils réussissent très bien leur opération puisque le 24 juin 1857, Batous Fez a la tête tranchée. Ça, c'est le début de l'histoire. Sauf que la communauté juive est véritablement indignée de ce qui s'est passé parce que c'est véritablement basé sur un mensonge. Et ce qui est très intéressant, c'est que la mémoire collective de la communauté juive de Tunisie a gardé le souvenir de cette histoire-là. À tel point que le récit se raconte dans les familles et on a écrit une kina, une lamentation à la mémoire de Batous Fez qui est récitée régulièrement lors de ces commémorations comme Tisha B'Av, des choses de ce genre-là. Ça ne s'arrête pas là. Les consuls de France et d'Angleterre vont rebondir sur cette histoire-là pour exiger du bey des réformes similaires à celles qui ont été promulguées dans l'Empire ottoman en 1839, donc une vingtaine d'années plus tôt. Là, maintenant, ça suffit, on exige. Alors, qu'est-ce que veulent les consuls étrangers sous prétexte d'absolutisme, de fanatisme, de droits de l'homme? En fait, ils veulent favoriser les échanges économiques, évidemment, c'est toujours la même histoire. Et ils veulent contrer la juridiction musulmane quand même et accéder, permettre aux juifs d'accéder à la propriété immobilière. Donc en fait, on veut effacer, gommer le plus possible toutes ces lois qui entravent le bon commerce, l'immobilier, le travail des gens, et puis qui condamnent pour un oui, pour un non, en raison d'arguments qui sont quand même un petit peu spéciaux. Alors, refus catégorique, pression de plus en plus forte, jusqu'à ce que, encore une fois, arrive une escadre en baie de Tunis. Panique. Panique à bord, le bey concède tout ce qu'on veut, il est menacé là, très sérieusement, et il promulgue ce qu'on appelle le pacte fondamental, le 10 septembre 1857. Et là, le contenu est intéressant. Tous les habitants de la Régence ont de larges garanties. La Régence, c'est la Régence du bey. Les Français, c'est le protectorat, c'est pas la même chose. La Régence, quand on parle de Régence, c'est la Régence du bey. Tous les habitants de la Régence ont de larges garanties. Le successeur du bey, qui s'appelle Mohamed Es-Sadok Bey, j'en ai parlé tout à l'heure, confirme ce pacte et dote le pays d'une loi organique en date de avril 1861. Et ce pacte organique ressemble à une constitution. Et en 1862, 25 février, il décrète un code civil et criminel. Voilà, la Tunisie, en tout cas au moins Tunis, qui rentre dans un système de loi clair, net et pas orienté du tout. L'ensemble ressemble à une monarchie parlementaire, puisqu'on a le bey, mais des députés tout autour, où tous les habitants, sans distinction d'origine ou de confession, jouiront de tous les droits reconnus dans les États civilisés. Voilà le principe 1862. Alors j'ai retrouvé ce pacte. Je vais en lire quelques épisodes. On met fin à toutes les discriminations vexantes dont jusqu'à présent avaient à souffrir les Juifs. Ils sont désormais assurés de pouvoir vivre en paix. C'est déjà pas mal. Une complète sécurité est garantie formellement à tous nos sujets, à tous les habitants de nos États, quelle que soit leur religion, leur nationalité ou leur race. Cette sécurité s'étendra à leurs personnes respectées, à leurs biens sacrés et à leur réputation honorée. On va très loin. Les Juifs se voient, ou les Tunisiens en règle générale, se voient reconnaître une complète liberté religieuse. Je vous passe les détails du texte. Ils se voient reconnaître les mêmes droits et les mêmes devoirs que les musulmans.
Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train de foutre en l'air le statut de dhimmi. Statut de dhimmi qu'aujourd'hui, l'islam du Hamas, par exemple, il ne peut pas concevoir que les juifs ici ne soient pas dans le statut de dhimmi. On est là il y a 150 ans. On est en train de démonter le statut de dhimmi. C'est considérable ce pacte. Tous les sujets musulmans ou autres seront soumis également aux règlements et usages en vigueur dans le pays. Le principe de l'égalité de tous les sujets du royaume, sans distinction, euh, dans le temps, excluait que les juifs fussent assujettis à une imposition spéciale. Donc, la jizya, les contributions exceptionnelles sont supprimées. Les juifs payeront les impôts comme tout le monde, ni plus ni moins. C'est une vraie révolution. Elle mit fin à l'interdiction qui était faite aux juifs d'accéder à la propriété immobilière. On en vient d'en parler tout à l'heure. Tous nos sujets, quelle que soit leur religion, pourront posséder des biens immeubles et ils en auront la disposition pleine et entière. Une mesure pour faire en sorte que les juridictions pénales jugent avec la même équité les juifs comme les musulmans. Lorsque le tribunal criminel aura à se prononcer sur la pénalité encourue par un sujet israélite, il sera adjoint au dit tribunal des assesseurs également israélites. Ça, c'est assez extraordinaire. On complète le tribunal avec des juristes juifs pour assurer une équité. Alors, ce qui est intéressant dans toutes Alors, on reconnaît également le droit d'accéder aux fonctions publiques. Euh, et puis, ce qui est intéressant dans toute cette histoire-là, c'est pas tant la sécurité qui est garantie à tous les sujets du royaume, c'est pas tant la liberté religieuse. Ce qui est intéressant, c'est la nouvelle égalité qu'elle institue entre juifs et musulmans. C'est ce que je vous ai dit avant, les principes du dhimmi sautent. Parce que par définition, le juif est inférieur, le dhimmi, il est inférieur aux musulmans. Or, ce principe, qui est fondamental dans l'islam, est battu en brèche. C'est véritablement un sérieux coup de canif dans le contrat de l'islam. Donc c'est vraiment très important ce qui se passe là. En reconnaissant que les juifs ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les musulmans, les bais réformateurs mettent fin au statut qui leur avait été réservé pendant des siècles, le statut al-Dima, donc le statut de dhimmi. Bien. Alors, cette promulgation va amener des changements réels dans la communauté juive de Tunisie, évidemment, et par un décret du 15 septembre 1858, Mohamed Bey reconnaît pour les juifs le droit de se coiffer d'une chéchia rouge. Toutes les brimades, toutes les mises à l'écart du juif sont supprimées. Et puis, dès ce moment-là, les juifs, ils vont arrêter de porter leur kippa noire, mais ils mettront une chéchia rouge avec un turban bleu quand même. Ça, c'est peut-être une question d'élégance. En même temps, ils ont le droit donc d'acquérir des propriétés immobilières et on permet aux juifs qui sont à l'étroit dans la hara de s'installer dans les rues adjacentes, donc d'agrandir la hara. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais là, c'est formalisé par ce protocole tout à fait révolutionnaire. L'impôt sur la capitation, la jizya, est annulé, je vous l'ai dit, et les juifs payent la majba, qui est l'impôt que payent tous les Tunisiens musulmans, donc le même impôt, ni plus ni moins. Voilà, alors, les taxes douanières, on n'en parle pas grandement, mais il est à peu près certain qu'elles ont été réduites à 3% pour les juifs comme pour les chrétiens et les musulmans. Vous savez qu'ils devaient payer plus de taxes à l'exportation ou à l'importation. Cette différence est supprimée également. Et voilà, grosso modo, le contenu de ce protocole. Alors, évidemment,
ce protocole a été accueilli avec grande joie par les Juifs de Tunis, tunisiens, mais ce n'est pas l'enthousiasme dans les masses populaires. Il faut aussi comprendre qu'à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui, on peut vraiment faire un parallèle. Par exemple, le Maroc a signé les accords d'Abraham. Formidable. Le gouvernement marocain, le roi du Maroc ont signé, mais pas la population. La population n'adhère pas vraiment à ces accords d'Abraham. Il y a beaucoup de manifestations pro-palestiniennes au Maroc ou dans d'autres pays arabes qui ont signé. Donc il y a une nuance, une différence entre les décisions prises par les gouvernants et le passage de ces décisions dans l'esprit de la population. Ça peut très bien marcher, mais ça prend du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, évidemment. Les Juifs ont été émancipés en 1793 en France. Il y a eu l'affaire Dreyfus un siècle plus tard. Il y a eu des pogroms en France en 1841. Donc, la loi est une chose, qu'elle passe dans l'esprit, on peut l'appliquer. On peut la faire appliquer par la police, par les obligations. Mais jusqu'à ce qu'elle passe dans l'esprit de la population, c'est un autre chapitre. Ce qui va se passer, la population, franchement, pas très, très, très d'accord avec ce qui se passe. Et puis, cette loi s'accompagne de grands, grands travaux et d'augmentation des dépenses publiques. Je reviens maintenant à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et l'administration peine à payer. Donc, on paye les fournisseurs, les soldats, avec des bons du Trésor, ce que je vous ai appelé tout à l'heure des teskérés. Et ce sont des traites sur les impôts à venir. Il faut avoir de l'espoir, évidemment. Le problème, c'est que l'argent des emprunts, ça c'est un gros problème, a été largement évanoui en commission et en détournement. C'est encore quelque chose qu'on connaît aussi dans une situation contemporaine. Il suffit de voir ce que sont devenus les fonds européens pour aider les pauvres Palestiniens. Voilà. Alors, gros problème. On est à court d'argent et on prend la décision de doubler l'impôt personnel, ce qui va nous donner ce dont je vous ai touché un mot tout à l'heure, la révolution de 1864, une révolte générale des masses populaires qui sont totalement exaspérées. Et les insurgés ne demandent pas seulement le retour à l'impôt de l'impôt à son ancien taux, c'est pas compliqué. On paye 36 piastres par an d'impôt et ça passait à 72, le double. Donc on demande un retour en arrière. On demande l'élimination de la caste des Mamelouks. Alors les Mamelouks, vous connaissez l'histoire des Mamelouks, ce sont des esclaves d'Asie centrale qui ont été convertis de force à l'islam, qui sont devenus une force militaire. Et le bey recrute beaucoup de Mamelouks pour sa protection, et également comme ministre ou dignitaire, parce qu'étant dépendant du bey, il peut leur faire largement confiance, même phénomène qu'avec les Juifs. Et on a un petit peu d'hostilité également à l'égard des grandes puissances, parce que c'est elles qui ont quand même inspiré ces réformes. Et, tiens, surprise, on en veut également aux Juifs. Ben oui, ce sont eux qui ont le plus profité de ce fameux pacte de 1864. Voilà. Alors, ben, il se passe ce qui doit se passer dans certaines localités, notamment à Sousse et Gabès. Il va y avoir des insurgés qui vont s'en prendre aux Juifs. Dès qu'un Juif portait une chéchia rouge, qui était interdit avant, mais permis maintenant, on lui tombe dessus. Les insurgés vont s'attaquer et mettre à sac les maisons juives à Nabeul, à Sousse, à Sfax et à Djerba. Ce qui est intéressant, c'est essentiellement regroupé dans le sud du pays. Voilà. Alors, le bey va mater cette révolution, évidemment, en provoquant une division chez les insurgés. C'est un vieux système, divisé pour régner. Et il réprime très brutalement les gens qui se sont opposés à ces décisions. Pour autant, la Constitution ne sera pas remise en vigueur. Elle sera supprimée, sauf
sauf le pacte fondamental qui, lui, accordait pas des avantages, ramenait les Juifs au statut de n'importe quel autre citoyen de Tunisie. Ce pacte-là ne sera pas remis en cause. Ils seront maintenus dans leurs droits au même titre que les musulmans. Plus que ça, les Juifs qui ont souffert lors de l'insurrection, qui ont eu des dégâts, seront indemnisés. Et les habitudes discriminatoires, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vont disparaître peu à peu, et d'où l'espoir des Juifs d'être traités à l'égal des musulmans. Mais le peu à peu va durer très très longtemps et refera très facilement surface dans certaines occasions politiques ou de situations financières particulières. Voilà. Alors là, j'en ai fini pour ce soir. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. On voit comment les choses se dessinent. On peut ouvrir les Il faut micros. ouvrir vos micros. Nicole, si tu veux parler, il faut ouvrir ton micro. Ça Alors, est-ce qu'il y marche, a des hein, moi. questions? Oui, ça marche. Et tu as un petit micro barré en rouge. Il faut l'ouvrir. Il faut appuyer dessus. Alors, des questions, les amis. Est-ce que tu peux répéter le nom de ce monsieur-là qui a été condamné? Batous Fez. Tous fait. Batou. 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 Oui. Oui, Tu sais ce que c'est que Batou? Non. C'est le judéo-ténusien pour Benjamin. Ah, d'accord. Ah ben merci. Comme tu dis Yankel pour Yaakov. Alors, Oui. Batou, c'est le judéo-tunisien pour Benjamin. Ah ben merci. Ça, c'est une bonne information. Je ne savais pas. On les voit, Non, il les n'y a pas beaucoup de Tunisiens. gens qui le savent. Alors, on pose deux questions. Une oui. question. Est-ce qu'il y avait des mariages entre les deux communautés, Non, entre Touansa et Grana? Oui, bien entendu. Il y a eu des passerelles. C'est évident. Il y a eu des passerelles, notamment dans les familles qui ont réussi dans leur progression sociale. Il y a eu des passerelles. Éventuellement, mais pas au début. Ah, pas au début, mais c'était une mésalliance au début. Évidemment. C'était exact, honteux exact, d'épouser un Touansa. C'est clair. exact, exact. Mais nous sommes aussi des racistes à l'occasion, hein, ça peut arriver, hein. Les Alsaciens n'acceptaient pas qu'on épouse une Polonaise, hein. Voilà, c'était considéré Pareil. comme un mariage mixte. Ah, c'est terrible, terrible. On n'a pas de leçon à donner de ce point de vue-là. Mais après, bien entendu, il y a eu des passerelles, c'est clair. C'est évident. Vous avez vu le parfum de jasmin? Le Non, film Parfum de jasmin. Très beau non, film non, j'ai pas sur vu. les Ouais, communautés ouais. italiennes et aussi de Livourne. Oui, 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 c'est Il y ça. avait une ségrégation. Ben oui, j'en parle assez, hein, de la ségrégation. Tout à fait, une à tout à moitié. fait. Je crois que Nicole voulait demander quelque chose. Mais il faut ouvrir ton micro. Voilà, il C'est est bon, ouvert. j'ai ouvert. Ah, d'accord. Voilà, tu peux y aller. Nicole, tu veux dire un mot? Non, Mais je peux ça pas marche dire. pas, ça marche pas. Non. Ou alors rediras ce que je vais dire. Ah, voilà. Vas-y. Alors, mon fils s'est marié avec une Tunisienne. On n'entend pas. Fort, fort. On n'entend pas. Faut parler plus fort. Oui, plus fort. Ah, vas-y, Nicole, tu parles très bien. Juste rapproche-toi un peu plus de l'écran Le micro. pour parler. On recommence. Donc, mon fils il s'est marié avec une Tunisienne, Mazel tov. juive. Mazel tov. Et alors, Sahalik. il y a de ces trucs. Et donc, la belle-mère a dit que mes enfants devaient venir chez elle pour prendre une poule farcie pour les fiançailles. On n'entend pas. Vous avez J'entends entendu? rien.
Bon, c'est pas grave, on oublie. Si on entend très bien que la Ouais. belle-mère, que tu devais aller prendre une poule farcie Non, chez la c'était pas belle-mère. ça. Voilà. Et mes enfants, ils n'ont pas question. Je dis, faut que vous y alliez, c'est tout. Ils sont partis voler la poule farcée. Mais ce sont des traditions, absolument. Mais on va parler des traditions la prochaine fois. Des traditions, des superstitions également. Et on va voir comment les choses vont s'effacer petit à petit sous les Voilà. coups de boutoir des Lumières qui arrivent et de l'Alliance israélite qui arrive en Tunisie. Et ça va complètement changer le modèle du judaïsme tunisien. Ça, c'est pour la Tradition, tradition, ouais, tradition. tradition. Tradition, ben, il faut les respecter. Du coup, c'est fort. Joël, tradition. Bon, enfin, toujours est-il que les choses n'étaient pas si simples que ça, que quand les beaux-parents sont venus à Paris, ils ont mis des pièces d'argent dans la porte de leur réfrigérateur et ils sont partis. Et voilà, Bon, voilà, voilà. C'est nickel. Et au Maroc, mon mari, il était complètement entouré par des Marocains pour la libération, pour je sais plus quoi, hein, pour la libération de la liberté des Marocains. Et quand ça s'est, quand c'est devenu connu et qu'il est revenu, les Arabes, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas concerné, etc. Alors qu'il avait fait, il avait fait tout le temps il avait travaillé pour eux, oui. Ah ben, la reconnaissance, c'est pas tellement courant, hein. voilà. Bah, du coup, il est parti. Il est venu m'épouser. Eh bien, Ok. En tout cas, merci pour tout ce qu'on entend. C'est très, très sympathique. c'est gentil, merci beaucoup. Et puis, Merci. prends-toi une tisane chaude. D'autres questions? Bon, Merci beaucoup. Merci. Très intéressant comme d'habitude. Voilà. c'est gentil. C'est J'ai un bon refroidissement. public, hein. J'ai un bon public, ils sont gentils.